Alors nous allons maintenant écouter dans cette dernière table de la matinée deux intervenants, une que tout le monde connaît ici, qui est une grande figure du département, Marie-Hélène Brousse, qui a beaucoup travaillé sur la question du trauma, notamment parce qu'elle avait organisé les journées de l'école de la cause freudienne sur les traumatismes dans l'expérience analytique, et qu'elle a aussi beaucoup travaillé sur la question de la guerre, avec un ouvrage qui a été cité et qui est dans la bibliographie que vous trouvez sur la petite maquette, et qui parlera en second, donc sous le titre « L'identité et la marque ». Et je vous présente Jacob Rogozinski, qui est philosophe et professeur à l'université de Strasbourg. Donc, comme l'avait rappelé Gérard Miller, la coutume, disons, de la journée d'études du département est aussi d'échanger entre collègues de disciplines différentes, et donc pour nous, psychanalystes, d'échanger ici avec Jacob Rogozinski, qui est philosophe, qui a travaillé notamment dans son dernier ouvrage qui s'intitule « Ils m'ont haï sans raison, de la chasse aux sorcières à la terreur », qui a travaillé donc sur la question de la haine et sur les phénomènes d'exclusion et de persécution. Je l'ai invité finalement par rapport à la thématique de l'identité de l'autre qui engendre qui peut engendrer l'exclusion et la persécution. Son ouvrage se situe dans l'affiliation de Michelet, qu'il cite à plusieurs reprises, évidemment par rapport à l'ouvrage de Michelet qui s'intitule La sorcière. Et finalement, il s'agit de, comme il le dit citant Michelet, de faire l'histoire de ceux qui n'ont pas eu d'histoire, de ceux qui ont été effacés de l'histoire, donc ici des sorcières. Et en même temps, cet ouvrage évidemment a une portée donc historique et philosophique, enfin qui se situe aussi un ouvrage transdisciplinaire entre histoire et philosophie. Cet ouvrage nous amène à nous interroger sur l'objet de la haine, sur cette identité de l'autre qui peut condenser la haine. Donc je lui laisse la parole. Il va parler sur le titre « Transfert charnel et trauma, une approche phénoménologique ». Oui, merci beaucoup Clotilde, et merci aussi au département de psychanalyse de Paris 8. Je suis vraiment très heureux d'être là. Bon, d'autant qu'il m'est arrivé aussi de passer beaucoup d'années à enseigner à Paris 8, mais pas dans le même département, donc c'est un peu un retour aux sources pour moi. Mais surtout, je voudrais vous remercier. J'ai beaucoup de gratitude envers votre hospitalité. Je crois que c'est important. Pour moi, c'est très important d'engager un dialogue entre psychanalyse et philosophie, malgré les différences, les divergences ou les écarts qu'il peut y avoir entre deux disciplines. Bon, on pourrait partir peut-être d'une formulation de Merleau-Ponty, bon, qui est phénoménologue français, ami de Sartre et aussi grand ami de Lacan, comme vous le savez. Merleau-Ponty écrivait que la phénoménologie est en consonance avec la psychanalyse. Elles ne sont pas parallèles, disait-il, c'est bien mieux, elles se dirigent vers la même latence. Voilà, donc je voudrais contribuer modestement et brièvement à une tentative pour faire se croiser ces lignes parallèles, si tant est que ce soit possible dans un espace assez peu euclidien. Bon, par phénoménologie, j'entends précisément la méthode philosophique fondée par Husserl au début du siècle, du XXe siècle, et dont sont issues des œuvres très différentes et fortes qui ont marqué le XXe siècle, comme celle de Heidegger, de Sartre, de Merleau-Ponty, de Lévinas qui est évoqué tout à l'heure, mais aussi de Ricoeur, de Derrida et de beaucoup d'autres. Bon, tout d'abord, je rappelle très brièvement, je vais essayer d'être le plus bref possible sur la méthode de la phénoménologie pour en venir à ce qui vraiment m'intéresse et qui est plus lié au sujet de cette journée. Bon, la méthode de phénoménologie repose sur un acte, sur une opération qui peut être délibérée ou qui parfois peut être totalement sauvage, peut nous tomber dessus, qui est la méthode de réduction, et qui est une méthode consistant à mettre hors jeu ce que Husserl appelle la transcendance, c'est-à-dire en fait l'existence dans le monde, incluant dedans le rapport au langage, aussi le rapport aux autres. Donc il y a une tentative de ressaisir ce qu'on pourrait appeler un plan d'immanence ou un champ d'immanence, qui serait une strate primordiale, fondatrice de toute expérience, qui néanmoins ne se confond pas avec une origine temporelle. Alors pour Husserl, à différence de certains de ses successeurs, ce champ d'immanence est le champ d'immanence
du ich, qu'on peut traduire par l'ego, le moi, ou le je, si l'on veut. Bon, c'est le champ du ich. Alors, ce ich, je dirais le moi pour faire vite, ce moi primordial de la phénoménologie n'est pas, bien entendu, le sujet de la psychanalyse. Là, il y a une divergence claire, puisque le sujet de la psychanalyse, vous le savez tous, est un sujet dans le monde, un sujet qui est constitué par son rapport à l'autre et aux autres. Alors que dans la phénoménologie, il y a cette prétention peut-être folle, peut-être exorbitante, de ressaisir par une sorte de décision méthodologique un moi hors monde, un moi qui constitue le monde, mais qui se situe pour cette raison même en deçà du monde et du rapport aux autres. Donc on a affaire à deux plans d'expérience différents, celui de la phénoménologie, celui de la psychanalyse, qui néanmoins, c'est mon hypothèse, peuvent se croiser à un certain point. Voilà, je voudrais essayer d'évoquer certains de ces points de croisement possibles. Bon, quel rapport avec le trauma, me direz-vous ? Apparemment très peu, puisqu'il n'y a pas de théorie du trauma chez Husserl, ou du traumatisme, chez Husserl et ses successeurs. À une exception près, et c'est une exception assez massive, c'est celle d'Emmanuel Lévinas, qui a été cité tout à l'heure de manière très insistante et forte par Guy Briol. Oui, alors là, il faudrait beaucoup de temps, je peux passer très vite, mais c'est dans son dernier livre, Autrement qu'être au-delà de l'essence, non pas dans Totalité infinie, que Lévinas tend à définir le rapport à autrui comme traumatique. Donc l'autre ou autrui, c'est quasiment synonyme chez Lévinas, n'est pas l'autre qui se donne dans la révélation du visage, ce qui était analysé dans des ouvrages précédents. C'est ce que Lévinas appelle l'autre dans le même, c'est-à-dire un autre qui, d'une certaine façon, s'introduit violemment dans la subjectivité du moi et la fait exploser, l'arrache à elle-même. La rencontre de l'autre, toute rencontre de l'autre, serait en ce sens traumatique. Elle impliquerait une exposition sans abri, dit Lévinas, où le moi est dénudé jusqu'à l'os, perforé, pénétré par l'autre, arraché à soi. Et il parle donc d'un avoir l'autre dans sa peau, qui m'arrache à ma propre peau et qu'il décrit tantôt comme obsession, tantôt comme persécution et parfois aussi comme traumatisme. Bon, c'est intéressant, c'est sans aucun doute une thèse qui fait écho, qui résonne avec tout un matériau clinique, ce qui explique l'intérêt que la pensée Lévinas suscite de plus en plus, je crois, chez les psychanalystes. Alors que lui-même, Lévinas, s'était toujours gardé de la moindre référence à la psychanalyse, curieusement. Bon, alors le problème de fond que pose cette thèse, c'est la suivante. Peut-on dire que tout rapport à l'autre comme tel, que tout rapport à autrui, puisque chez Lévinas, l'autre est toujours un peu assimilable à autrui, est-ce que toute rencontre d'autrui est comme telle traumatique ? C'est la thèse de Lévinas. Elle me paraît contestable. Je pense qu'il faudrait distinguer, bon, si tout est traumatique, au fond, la notion de traumatisme n'a pas beaucoup de sens. C'est d'ailleurs peut-être aussi une des leçons qu'on peut tirer de l'exposé très brillant de Richard Echtman, qui est situé sur un tout autre plan, mais si nous sommes tous traumatisés, s'il y a partout du traumatisme, le traumatisme ne veut plus rien dire. Or, c'est un peu le danger de la thèse de Lévinas, qui tend à poser un concept, au fond, très abstrait de trauma ou de traumatisme. Il faudrait plutôt tenter de chercher quelles sont les modalités du rapport à l'autre ou de la rencontre de l'autre qui peuvent produire des effets de trauma, et donc distinguer différents types de relations. Alors pour cela, je vais faire une sorte de pas en arrière, en deçà de Lévinas, de Merleau-Ponty, de Sartre, et revenir au père fondateur de cette méthode, qui est Husserl lui-même. Alors bon, j'évoquais tout à l'heure le moi de la phénoménologie, qui n'est donc pas le sujet de la psychanalyse, et qui n'est pas non plus ce que la psychanalyse désigne comme le moi au sens d'instance narcissique, imaginaire, reconstitué dans le rapport spéculaire, etc. Non, un moi qu'on pourrait d'abord appeler aussi un jeu, puisque tout à l'heure Clotilde parlait du jeu qui n'est pas un moi, mais bon, je dirais moi pour aller plus vite en français, qui est ce que Husserl désigne comme Ich-Leib, comme un moi cher, ou une chair d'ego en quelque sorte. Un moi cher qui est donc appréhendé, mais tout à fait provisoirement, dans le cheminement de la méthode, de manière solipsiste, c'est-à-dire en deçà de tout rapport possible à l'autre. Le but étant bien sûr de montrer comment ce moi solitaire est toujours déjà pris dans une communauté intersubjective qui le constitue de part en part. Mais ça, c'est le développement de l'analyse qui tente de le montrer. Alors, ce moi est un moi cher, radicalement singulier. Ce n'est pas une forme abstraite, générale, anonyme. C'est l'ego, le jeu, que je suis moi-même, que nous sommes, chacun de nous, dans la singularité la plus radicale, une singularité qui s'accepte, en un certain sens, de toute communauté déjà donnée. Alors, ce moi n'a pas une identité statique. Comme dit Husserl, il se constitue continuellement dans l'unité d'une histoire, à partir de ce qu'il appelle des Urstiftungen, des fondations originaires qui ont lieu dans la prime enfance. Donc,
un point de rapport possible, peut-être un point de rencontre avec la psychanalyse. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est le suivant, il s'agit d'un moi cher, Ich Leib. Donc ce qui est décisif ici pour Husserl, c'est la distinction entre chair et corps. Entre la chair, Leib, qui est le site des impressions, des affects, des sensations de motricité, des pulsions aussi. Il y a une théorie de la pulsion chez Husserl, qui n'est pas très éloignée de celle de la psychanalyse, me semble-t-il. Et d'autre part, le corps. Körper. Le corps qui désigne le corps organique, le corps objet dans le monde, un corps enveloppé par les autres et constitué par le regard et par la parole des autres. Donc cette distinction entre chair et corps est tout à fait décisive pour la problématique de Husserl que je tente de restituer. La grande question va être alors la suivante. Comment ma chair primordiale parvient-elle à se faire corps dans le monde, à s'incorporer? Donc la question, c'est celle de l'auto-incorporation de cette chair primordiale. La réponse de Husserl est la suivante. La chair se fait corps originairement sur le plan tactile, à travers l'acte par lequel, comme me dit Merleau-Ponty, ma main droite touche ma main gauche en train de toucher les sensibles. Voilà, je suis à la fois touchant et touché sur le plan tactile, et ainsi ma chair se constitue originairement sur un mode double, à la fois comme chair et comme chose corporelle. Vous notez qu'il y a ici un primat affirmé par Husserl, un primat du toucher sur la vue, qui est très intéressant parce qu'il se démarque de toute une tradition philosophique très très ancienne qui au contraire affirmait le primat de la vision. Et sur ce point précis, on pourrait noter une proximité ou un croisement possible entre Husserl et Freud. En tout cas, le Freud qui disait dans Le moi et le ça qu'il faut concevoir le moi comme un moi corporel, comme la projection de la surface du corps, comme le dérivé de sensations corporelles qui sont essentiellement des sensations tactiles surgissant sur la surface du corps. Donc, très différent sans doute du moi narcissique imaginaire tel que Lacan l'a thématisé, mais plus proche peut-être des élaborations du Didier Anzieux dans le moi peau. Bon, je laisse ce point de côté. Alors le point qui m'intéresse, c'est que pour Husserl, ma chair est quelque chose d'incomplètement constitué. Il y a une incomplétude originaire de la chair, qui fait qu'au fond, l'autoconstitution de la chair, à travers cet entrelacement tactile de ses pôles, laisse toujours subsister un élément hétérogène, ce que dans mon propre travail, j'ai tendance à appeler le restant, mais je ne développerai pas ce point-là. Donc il y a une limite de cette tentative d'auto-incorporation de ma chair en corps, et cette limite en appelle aux autres, en appelle au regard des autres, à la parole des autres, à tout ce qui peut permettre à une chair solitaire d'achever son incorporation. Alors, d'où la question qui se pose, qu'en est-il de l'autre en phénoménologie? Comment est-ce que, pour reprendre les termes même du problème posé par Husserl, comment est-ce que le moi arrive à constituer le phénomène autrui à partir de sa propre expérience? Bon, qu'en est-il de l'autre en phénoménologie? La réponse d'Husserl est brutale, elle est assez impressionnante. La première approche d'autrui est la suivante. Il m'apparaît, dit-il, comme une corporéité semblable à de la viande, Fleisch. Fleischähnlichkeit Corporität. Voilà. Autrui m'apparaît d'abord comme un tas de viande. C'est-à-dire comme un corps privé de chair. Un corps donc décharné, pourrait-on dire en français, plutôt que désincarné. Un corps décharné, c'est-à-dire un corps dans lequel je ne ressens pas les impressions tactiles, les sensations, les affects que j'éprouve dans ma propre chair. Et ce décharnement du corps de l'autre impose comme phénomène originaire ce qu'il appelle un infranchissable abîme entre mon jeu et le jeu de l'autre, entre l'ego et l'alter ego. Alors, comment est-ce que je vais, moi cher, constituer ce corps décharné là-bas comme étant un corps de chair semblable au mien et donc traversé par un ego identique au mien, enfin semblable au mien, un alter ego? Réponse, par une opération particulière que Husserl appelle Übertragung. Übertragung, bon, ça vous fait tous sans doute penser à quelque chose de bien connu, puisque Übertragung, c'est le terme même que Freud emploie et qui a été traduit par transfert. Bon, Freud et Husserl étant d'ailleurs des contemporains, ils sont nés à 3 ans de différence, ils ont suivi les mêmes cours des mêmes professeurs à l'université de Vienne, tous les deux sont juifs et ont connu l'avènement du nazisme, mais ils sont morts à quelques années d'intervalle, enfin quelques mois d'intervalle, et bizarrement Freud et Husserl ne se sont jamais rencontrés, et sans doute jamais lus, mais peu importe. En tout cas là il y a un concept commun, un mot commun en tout cas, Übertragung. Alors quand Clotilde m'a demandé de présenter un titre, j'avais marqué transfert charnel, puis je me suis dit bon,
je vais parler des psychanalystes. Transfert pour vous, quelque chose de très très connoté, quelque chose d'inscrit dans votre expérience. Donc il faudrait trouver une autre manière de traduire l'Übertragung de Husserl. Alors je propose transférence. Bon, c'est pas très beau, mais pourquoi pas. Voilà. Pourquoi cela? Parce que bon, le transfert en psychanalyse, vous le savez, s'inscrit dans l'expérience spécifique de la cure et il porte essentiellement sur des affects. C'est un transfert d'affect, d'amour, de haine, etc. Bon. Alors, ce que Husserl appelle Übertragung, et que je propose d'appeler transférence, n'est pas spécifique à une certaine situation thérapeutique, mais c'est une condition universelle du rapport à l'autre. C'est la manière que nous avons de constituer le corps de l'autre en corps d'autrui, en corps de chair d'autrui. Et ce ne sont pas des affects qui sont transférés, comme dans le cas du transfert freudien, mais c'est la chair elle-même qui est la mienne. La chair en tant que capacité à éprouver des affects. Donc, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc transférence, Übertragung, c'est-à-dire une transposition analogique de ma chair primordiale sur un autre corps, transposition qui est fondée, dit Husserl, sur une analogie, c'est-à-dire sur la perception d'une ressemblance entre mon corps de chair ici et le corps de l'autre là-bas. C'est donc le moi qui incarne autrui, incarnation à prendre en un sens tout à fait non théologique, non chrétien, non religieux, c'est le moi qui donne chair au corps d'autrui. Alors cette transférence entrelace un phénomène qu'on pourrait dire de contre-transférence, qui n'est évidemment pas le contre-transfert au sens psychanalytique. J'entends par là que c'est le rapport à autrui qui me permet en retour d'incorporer ma chair. C'est mon rapport à autrui qui donne corps à ma chair, qui me permet d'achever cette auto-incorporation, qui a besoin de l'autre pour finir d'achever mon corps, pour faire de mon corps un corps total, un corps un dans le monde. Bon, alors le point de départ, la condition de possibilité du processus, c'est, je viens de le dire, la perception d'une ressemblance entre les deux corps, entre mon corps ici et le corps de l'autre là-bas. Ça laisse ouverte la question très redoutable, c'est à ça que je voulais en venir. Que se passe-t-il lorsque le corps de l'autre là-bas ne ressemble pas à mon corps, ne ressemble pas tout à fait ou ne ressemble pas du tout à mon corps? Bon, ça ouvre donc à ce que Husserl appelle la Fremderfahrung, l'expérience de l'étranger. Alors, l'hypothèse que je vous propose aujourd'hui, c'est que c'est dans cette expérience de l'étranger, dans la saisie d'une étrangèreté ou d'une dissemblance entre mon corps ici et le corps de l'autre là-bas, que s'inscrit la possibilité d'une rencontre traumatique. Bon, alors qu'est-ce que c'est que l'étranger, que le Fremd? Le premier étranger, le premier non-moi, dit Husserl, c'est l'autre moi. Mais il y a des cas où cette étrangèreté est plus radicale, où l'étrangèreté du corps de l'autre interdit ou vient briser l'expérience de la transférence, c'est-à-dire cette manière que j'ai de projeter sur ce corps là-bas mon propre sentiment d'être chair. Bon. Alors, par manque de temps, je ne vais pas citer ces passages-là, mais il y a des textes tout à fait étonnants de Husserl dans lesquels il décrit la rencontre de l'étranger, et par là, il faut entendre celui qui vient de l'autre culture, le migrant, le réfugié, pourquoi pas, enfin, l'étranger au sens habituel du terme, mais aussi bien ces expériences de rencontre de l'enfant, du fou, voire aussi de l'animal. Parce que l'ouverture à l'animalité joue un rôle très important aussi chez Husserl, mais je ne peux pas développer ce point-là. Donc la rencontre de ces corps différents interrompt la transférence par laquelle j'incarne le corps de l'autre. Alors pour Husserl, et ça c'est une chose tout à fait impressionnante, lorsqu'il analyse ces passages-là, il dit mais on arrivera quand même à se reconnaître. Il y a des noyaux d'identité. Bon, je commence d'abord par découvrir la dissemblance, la différence radicale entre mon corps ici et le corps de l'autre là-bas, ce corps qui n'a pas de pénis, ou qui a une peau noire, ou qui parle une langue différente, ou qui a des pratiques, des gestes tout à fait différents. Cet autre corps, je suis d'abord saisi par sa non-familiarité, par sa dissemblance, la transférence s'interrompt, et là il y a une sorte de crise que Husserl n'analyse pas. Je vais tenter de le faire brièvement tout à l'heure. Mais malgré ça, dit-il, la transférence se renoue. Ce mouvement d'auto-incarnation réciproque se remet en place parce que je découvre à travers la dissemblance des noyaux d'identité quand même. Et ainsi, j'arrive à surmonter cet infranchissable abîme. Entre les deux, il y a un infranchissable abîme, mais je peux jeter un pont sur l'abîme. Et tôt ou tard, nous surmontons le choc violent et l'interruption de la transférence. Sa transférence se renoue et ainsi se crée une communauté, un monde commun qui s'étend quasiment à l'infini, qui enveloppe l'ensemble des hommes, mais aussi bien peut-être des vivants.
puisque les animaux aussi peuvent s'intégrer dans cette communauté infinie des monades issues d'une même chair, et donc on avance vers un monde total et un monde commun. Bon, cela, il le défend dans les années 30, vers la fin de sa vie, entre 1930 et 1935 environ, et je pense que, bon, pour un Allemand d'origine juive, affirmer la possibilité de constituer, malgré la différence, une humanité commune, une communauté infinie des hommes et des vivants, sans céder à ce que Husserl appelait à cette époque-là la zoologie des peuples, c'est-à-dire le racisme. Je pense que ça avait un sens politique et éthique extrêmement fort aussi. Voilà. Alors bon, Husserl n'analyse pas, il n'approfondit pas les conséquences de ce que j'appelais ici la rupture de la transférence, et dans lequel je verrais la possibilité d'une expérience de type traumatique. Bon, en effet, si la transférence s'interrompt, on pourrait s'imaginer que ce corps de l'autre que je commençais à incarner, dans lequel je saisissais des ressemblances qui pouvaient pousser à un certain type d'identification ou d'association avec ce corps, on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, le corps de l'autre retombe dans l'indifférence, qu'il apparaît simplement comme une chose parmi les choses. Ce n'est pas certain. L'expérience montre au contraire que cette dégradation brutale du corps de l'autre, cette dégradation d'autrui, cette déchéance d'autrui, bon, c'est des formules que j'emprunte à Lacan dans notre contexte, cette déchéance d'autrui, à Sartre aussi, cette déchéance d'autrui provoque au contraire des sentiments très particuliers, qui sont des sentiments, des affects d'angoisse, de dégoût, d'horreur, de haine. Donc tout autre chose qu'une simple retombée dans l'indifférence. Pourquoi? Alors ça, c'est ce qu'il faudrait tenter d'analyser. Je le ferai il me reste une dizaine de minutes. Je ferai qu'esquisser quelques pistes pour engager la discussion. Bon, je dirais, on a vu tout à l'heure que la transférence consiste, d'un point de vue phénoménologique, à incarner le corps d'autrui, c'est-à-dire ce corps qui se présente comme un corps semblable à de la viande, un corps décharné, un corps sans chair. Je lui confère ma propre chair pour en faire un corps semblable au mien. Alors, si cette transférence s'interrompt, le corps d'autrui retombe dans sa condition initiale de viande, de barbaque, pourrait-on dire, avec l'effet de surprise, d'inquiétude, d'angoisse, voire d'horreur que cela peut produire. Bon, on pourrait évoquer les peintures de Francis Bacon, on pourrait évoquer certains romans de Lovecraft. Je pense que ça pourrait rejoindre sur certains points des enseignements de la clinique psychanalytique. Il y a un passage qui m'intéresse beaucoup du séminaire 11 de Lacan, le séminaire sur les 4 concepts, où il parle de la désexualisation dans l'hystérie, qui fait que le désir s'interrompt et le corps de l'autre, comme dit Lacan, file à nouveau vers le paquet de viande. Voilà. Donc là, il y a quelque chose où, une fois de plus, on voit un point de croisement entre la démarche phénoménologique et la démarche psychanalytique. Donc ce qui surgit là, c'est un sentiment particulier, c'est le sentiment du dégoût, qui a été analysé il y a très longtemps par un psychanalyste et psychiatre hongrois appelé Aurel Kolnay. C'est une analyse très forte et très riche, et donc il y a un passage de l'angoisse au dégoût, lié au décharnement du corps d'autrui. Mais attention, la transférence est un phénomène complexe. C'est un phénomène, on l'a vu, à double foyer ou à double mouvement, qui s'entrelace toujours à une contre-transférence, puisque pendant que j'incarne le corps de l'autre, pendant que je lui donne chair, en retour, le corps de l'autre incorpore le mien. Enfin, l'expérience d'autrui incorpore mon propre corps, l'aide à achever sa propre incorporation, à se vivre lui-même comme un corps total, et non pas comme un corps morcelé, mutilé, incomplet, etc. Alors, cette contre-transférence s'interrompt aussi dans la rencontre de l'étranger. Et donc, elle rejaillit en retour sur le corps en train de s'incorporer, elle produit un phénomène qu'on pourrait appeler de désincorporation. Le corps propre se décompose, se déconstitue, se défait, retombe dans le chaos initial de sa chair, retrouve sa fragmentation initiale. Et ici, je pense que les cliniciens que vous êtes tous, plus ou moins, je crois ici, ça renvoie à des choses que vous connaissez dans l'expérience, qui renvoient à la clinique des psychoses. Ça renvoie aussi, me semble-t-il, à un certain aspect du concept freudien de trauma, puisque plutôt vers la fin de son trajet, là je pense au texte de L'homme Moïse et la région monothéiste, sous l'influence, semble-t-il, de Ferenczi, Freud était amené à mettre l'accent sur la dimension de clivage du moi et de fragmentation de la psyché provoquée par le trauma. Et il est dans le Moïse, il va même jusqu'à définir l'effet du trauma comme une Zersplitterung, une explosion, une hyperfragmentation du moi. Donc c'est très proche de tout ce que j'analyse ici en termes de désincorporation. Bien, désincorporation, désidentification pourrait-on dire, qui
Et ça, c'est un point, bon, Clotilde évoquait tout à l'heure le livre que j'ai écrit sur la chasse sorcière. Vous savez que peut-être que les inquisiteurs, lorsqu'on dénonçait une femme comme sorcière, les soumettaient d'abord à un traitement très très particulier. On les dénudait, on leur bandait les yeux, on les rasait, et on cherchait sur leur corps le point du diable, le punctum diaboli, c'est-à-dire la trace invisible. C'est une trace pure. Bon, elle peut être visible, ça peut être une verrue, un aévus, etc. Mais le plus souvent, c'est un point invisible et insensible. C'était la trace, la signature, le stigmate que le diable avait laissé sur le corps de la prétendue sorcière. Il faut bien dire prétendue, évidemment, c'était victime d'une persécution. Lorsqu'il avait rencontré pour la première fois la sorcière, qu'il avait pratiqué le coitus diabolicus avec elle, parce que le pacte, c'est une fantaisie pour lettrés, la suggestion au diable, ça passe par le coït, par la pénétration du monstrueux pénis du diable, et à ce moment-là, il laisse une trace, une signature, une marque sur le corps de la prétendue sorcière, qui était le signe de son assujettissement. Bon, et donc le travail des inquisiteurs et des chirurgiens, des médecins de la faculté qui aidaient les inquisiteurs à l'époque, c'était de retrouver, en lardant de coups d'épingle très profondément, enfin, on enfonçait des poinçons dans le corps de l'accusé pour trouver un point insensible, un point où elle ne ressentirait pas la douleur. Et ce stigmate-là était la preuve qu'elle était sorcière et méritait d'être brûlée. Donc voilà, il y a la recherche d'un stigmate, c'est-à-dire d'un point permettant de repérer la trace de l'absolument autre, la trace de la monstruosité. Pourquoi cela? Eh bien parce que cette monstruosité, c'est évoqué tout à l'heure par Richard Echtman, cette monstruosité n'apparaît pas. On n'a pas l'autre que l'on rencontre dans l'angoisse, dans le dégoût et dans la haine, n'est pas le tout autre, l'absolument autre, c'est le presque même. C'est un autre qui est presque identique à moi-même, qui est presque même et en même temps d'autant plus autre. Bon, là je pense quelque chose de très très intéressant. Dans d'autres circonstances, ça a pu être des mesures craniologiques par les anthropologues nazis et autres, des mesures de la courbure du nez. Enfin, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, il y avait des techniques pour étudier la frisure des cheveux, pour savoir jusqu'à quel point une personne pouvait être désignée comme semi-métisse, quart de métisse, huitième de métisse, etc. Mais c'est toujours la recherche d'un stigmate corporel, d'une marque inscrite dans le corps, qui est la marque de la différence invisible, indiscernable. Pourquoi cela? Eh bien, dans l'analyse que je propose, ça peut s'expliquer, puisque précisément on avait affaire à un processus d'identification, la transférence opère comme une identification, qui produit du même, qui produit de la ressemblance, et tout à coup ce processus s'interrompt, et la dissemblance l'emporte sur la ressemblance. Et donc on a affaire à quelqu'un qui est presque même, mais néanmoins n'est pas même, et ce presque est la marque de son absolue différence, et l'avoue à la persécution. Alors là, tout à l'heure, j'évoquais le passage de l'angoisse au dégoût qui est lié au décharnement du corps de l'autre. Je dirais que le choc en retour de cette crise sur le corps propre et sa désincorporation engendre un autre type d'affect que je décide d'appeler la haine. Je pense que c'est ça qui est en jeu. Donc l'objet de haine, c'est cet objet qui est à la fois tout autre et très proche, presque même, donc on peut le dire en termes lacaniens, extime. Bon, je crois qu'il faut que je conclue. Bon, alors, que pourrait-on tirer Je pense qu'il y aurait toute une série d'analyses qu'on pourrait dégager à partir de là, au confluent, au point de croisement possible de la psychanalyse, de la phénologie, notamment essayant de s'interroger sur ce que sont ces points de résistance à l'identification qui mettent en péril la transférence. Donc ce qu'on pourrait appeler des points de dissemblance, qui sont toujours perçus sur le corps de l'autre, qui peuvent prendre effectivement l'aspect d'une autre couleur de la peau, d'un autre langage, d'une autre complexion, d'une autre manière de vivre, etc. Mais je pense que parmi ces points de dissemblance, il y a un cas paradigmatique. Et là, je reviens un petit peu plus sur la psychanalyse, puisque de ça, Husserl et ses successeurs ne parlent jamais. Et c'est la découverte de la différence anatomique entre les sexes. Et plus précisément, la découverte traumatique, terrifiante par l'enfant de la castration maternelle, avec tout ce que ça peut impliquer, que vous connaissez bien, les différentes manières qu'a l'enfant de se situer par rapport à cette découverte traumatique, les processus de faire l'œil de l'ongle, de déni ou de désaveu, le clivage du moi que ça implique, ça peut orienter le sujet vers l'homosexualité, vers le fétichisme, voire vers la psychose, et en tout cas vers le mépris des femmes. Bon, voilà. Bon. Donc expérience typique qu'on peut interpréter à travers la problématique, la grille d'approche que j'ai proposée. Alors pour conclure, je me contenterai de lancer une série de questions, pour lancer le débat.
cette découverte d'une dissemblance fondamentale, hein, le pas de pénis de la mer. Hein, est-ce une expérience archifondatrice de toute expérience de l'étranger? On pourrait le penser peut-être en suivant certaines analyses de Freud ou de Lacan. Ou bien, est-ce qu'il y aurait équivalence de ces différentes expériences? L'expérience de la différence sexuelle, l'expérience de la différence ethnique, l'expérience de la différence entre l'homme et l'animal, etc. Est-ce qu'elle serait équivalente ou non hiérarchisée, ou à hiérarchiser autrement? Ou encore, troisième hypothèse, est-ce qu'elle renverrait à une expérience plus originaire encore, une expérience plus archaïque, qui mettrait en jeu le rapport du moi à un étranger intime, un étranger interne? Bon, c'est un point que je ne peux pas développer ici, mais ça renvoie à ce que j'appelais tout à l'heure, enfin, à mon concept, le concept de restant. Bien. Alors, donc finalement, seconde question, ça c'était ma première question. Seconde question, j'ai rappelé tout à l'heure que pour Husserl, on peut toujours surplomber l'abîme, on peut toujours traverser cette différence radicale qui sépare le moi de l'autre. Cette différence fut-elle source de traumatisme et donc d'angoisse? On peut toujours découvrir des noyaux identiques qui permettent de surmonter la différence. Alors question, et ça c'est une question ouverte, hein, j'ai pas de réponse, si cette expérience de l'étrangereté, cette expérience de la différence provoque des effets de trauma, est-ce que la simple découverte d'un noyau identique dans l'autre permet de surmonter le trauma et ses effets? J'en suis pas certain du tout. Je pense que là, il y a une question à la fois clinique, mais aussi bien éthique et politique et philosophique qui est posée. Bon, et voilà, je crois que j'arrêterai là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous remercie de votre écoute et de votre accueil. Merci. Merci beaucoup, Jacob Rogozinski, pour ce parcours en fait rapide, mais en même temps qui nous donne quelques repères pris dans la phénoménologie husserlienne pour penser la question du rapport au corps de l'autre. Je ferai juste une toute petite remarque pour dire que peut-être qu'avec Lacan, on aborde disons, avec Lacan et l'effet de l'expérience de la cure, le rapport à l'autre sur fond de non-ressemblance radicale. C'est-à-dire que par rapport à... Enfin, cette ressemblance, elle se situe toujours pour Lacan au niveau imaginaire, en quelque sorte, au niveau de la gestalt, au niveau de la forme du corps, de la perception ou de l'identification imaginaire. Mais que finalement, ce qu'il s'agirait de pouvoir supporter, ça serait peut-être l'effet politique de la psychanalyse, c'est justement l'autre sur fond de non-ressemblance radicale. Voilà. Je voudrais donner la parole à Déborah Guterman-Jacquet qui va peut-être faire quelques remarques et poser une question, et ensuite tu pourras répondre. Oui, je vais peut-être faire je vous remercie d'abord de votre exposé. Je reprendrai peut-être en faisant une remarque sur votre ouvrage « Ils m'ont haï sans raison », avec le parcours que vous y proposez à partir d'une analyse historique sur justement le schème de la persécution, de l'extermination et de la haine, et où vous évoquez justement de manière tout à fait claire la façon dont il ne s'agit pas finalement de poser le pourquoi de la haine, mais un comment à partir justement du mécanisme que vous mettez ici en évidence, qui est justement celui d'avoir affaire à cet autre en soi et de ne pas parvenir finalement à faire l'assomption de cet autre en soi et du coup d'être dans une haine de l'autre qui vient en lieu et place. Et du coup, vous faites une distinction subtile, me semble-t-il, sur laquelle peut-être vous pouvez revenir, mais on parle souvent par raccourci de la haine de soi qui devient haine de l'autre, et vous faites très justement valoir que l'antécédent à ça, ou l'antériorité, c'est la haine de l'autre en soi, plus que la haine de soi. Et donc, il me semblait que cette distinction-là était importante, puisqu'on fait toujours ce raccourci de dire c'est la haine de soi qui amène à la haine de l'autre. Donc ça, c'était une première remarque. Une deuxième qui m'était venue à la lecture de votre ouvrage, c'est une expression que vous avez pêchée dans notre époque et qui viole à la fois un petit peu la syntaxe française, en tout cas, mais qui dit très bien, me semble-t-il, ce refus de prendre à sa charge cet autre en soi qui est « j'ai la haine ». Et je trouvais ça très juste parce qu'on ne dit pas effectivement « je suis haineux », mais « ah, j'ai la haine ». Et donc, dans cette manière,
on dit rarement j'ai l'amour, par contre on dit j'ai la grippe. Et donc ce passage un peu de mettre ça à la charge de l'avoir montre bien qu'il y a quelque chose qui se refuse au niveau de l'être à être reconnu comme en soi, en tout cas, au niveau de la haine. Donc ça, c'était par rapport justement à la manière dont, dans le langage, notre époque signe une manière d'être haineux particulière. Si vous aviez quelque chose peut-être à dire là-dessus, peut-être je peux commencer juste par ces deux remarques et puis je reprendrai peut-être après autre chose. Oui, oui, tout d'abord, juste un petit mot pour, répondre, c'est pas une réponse, mais pour dire, répliquer un peu à ce que dit Clotilde. Oui, c'est précisément parce que bon, j'étais un peu aussi instruit par la psychanalyse, par Lacan et par Freud, que j'ai mis en question l'analyse husserlienne qui table uniquement sur la ressemblance, et que justement j'essaie d'analyser les effets de dissemblance qui, bon, sont inhérents à toute expérience d'autrui et sur lesquels Husserl n'insiste pas suffisamment, mais il le fait quand même dans les textes que j'évoquais brièvement, plutôt dans des inédits. Simplement, il y a une sorte d'optimisme chez lui qui est un optimisme humaniste qui est très émouvant s'agissant d'un juif en Allemagne au début des années 30, cette espèce de foi qui est la sienne, sur laquelle on peut arriver malgré tout à traverser l'abîme de la différence pour créer une communauté universelle. Bon, c'est très beau, mais alors est-ce qu'on peut partager cette foi humaniste-là aujourd'hui, après la Shoah, après le Cambodge, après tant d'autres choses? Voilà, c'est une question ouverte, mais j'entends très bien ta remarque et je la partage. Alors oui, pour répondre à la première question de Deborah Guterman, oui, haine de l'autre en moi, là ça renvoie à ce que je n'ai fait qu'évoquer très très brièvement dans l'exposé. C'est une chose que j'analyse longuement dans un livre plus ancien qui s'appelle Le moi et la chair. C'est à partir de cette idée que l'autoconstitution de l'identité, bon, du moi chair, est toujours incomplète, parcellaire, fragmentaire. Ma chair est quelque chose d'incomplètement constitué, dit Husserl. Ça signifie qu'au croisement des deux pôles de chair, au croisement des deux mains, subsiste un reste, un élément hétérogène que j'ai choisi d'appeler le restant. Souvent, on m'a fait remarquer qu'on aurait pu aussi appeler ça l'objet petit a. Je n'ai pas le temps de développer les différences qui peuvent avoir entre les deux, mais c'est pas très loin de ça. Très certainement, parce que c'est une petite chose qui se détache du corps, parce qu'elle ne peut pas être incorporée dans le corps, parce qu'elle ne trouve pas sa place dans le corps, très certainement. Alors, c'est cet autre en moi, cette autre entité en moi, ce que j'appelle le restant du moi chair, qui peut provoquer des sentiments de désir, mais aussi bien de dégoût, de haine, d'angoisse. Et donc, lorsque je parle de la haine de l'autre en moi, c'est précisément cette archi-haine, cette haine originaire qui se dirige d'abord vers ce restant. Bon, il y a une phrase, j'ai cité tout à l'heure, je crois, la phrase de Husserl qui est, bon, centrale, qui était un des points de départ d'Évinas d'ailleurs. Le premier étranger, le premier non-moi, c'est l'autre moi. Moi, je réponds non. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Le premier étranger, c'est d'abord l'autre en moi. C'est-à-dire cette part de moi-même que je ne reconnais pas comme étant de moi-même, comme étant de ma chair. Et c'est dans le rapport au restant que peuvent surgir des effets de deuil, de trauma, etc. Voilà, donc oui, alors j'ai la haine. Oui, moi j'aime beaucoup cette expression, je trouve qu'elle est extrêmement parlante. On pourrait en dire beaucoup de choses. Et d'abord ceci, bon, j'ai la haine, c'est une manière de ne pas dire j'ai de la haine. On peut dire j'ai de l'amour, j'ai du dégoût. On disait autrefois sans doute j'ai de la haine envers un tel. Et là, les jeunes, aujourd'hui, les moins jeunes aujourd'hui disent j'ai la haine. Comme si la haine ne supportait pas la partition. Hein, comme si c'était un sentiment total, un affect qui transperce de part en part le sujet et s'empare totalement du même. Bon, alors haine de quoi? Bon, ça c'est là je suis en train de réfléchir un peu. De manière sans doute différente de Richard Rechtman, je crois, mais sur les mêmes choses, à partir des attentats, de tout ce qui nous a bouleversé, choqué, interpellé dans ces dernières années. J'essaie de réfléchir à ce qui peut conduire un sujet déterminé à se faire exploser pour tuer d'autres personnes. C'est une question très redoutable parce qu'on a à la fois affaire à un suicide et en même temps un suicide meurtrier. Et qui plus est, se réclamant d'une religion qui interdit le suicide, ce qui pose des questions théologiques d'ailleurs tout à fait intéressantes. Bon, il y a des travaux, vous connaissez, les travaux de Fethi Ben Slama qui ont tenté d'explorer tout ça de manière remarquable. Il y a aussi une haine de soi ou une haine de l'autre en soi, dans ce que Ben Slama appelle le surmusulman, c'est-à-dire celui qui n'est jamais assez musulman par rapport à ce qu'il devrait être et qui donc déteste, exècre la partie de soi-même qui n'est pas encore assez musulmane pour être pure. Et il y a quelque chose comme un autosacrifice et une volonté de se purifier par l'autosacrifice. C'est des choses qui ont été théorisées par certains théoriciens de la révolution iranienne. Dans le sacrifice de soi, le martyr se purifie de la part abjecte qui est en lui et ainsi devient quasiment divin.
Voilà. Je pense qu'il y a aussi cela qu'il faut essayer de penser dans l'attentat-suicide, dans le martyr meurtrier. Une volonté de se transfigurer, de transfigurer le restant qui est en soi par un acte à la fois totalement suicidaire et totalement meurtrier. Et ça nous interpelle très très fortement, je crois. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Et ça, c'est la haine. Bon, pour faire ça, il faut avoir la haine de soi, de l'autre en soi et de tous les autres aussi. Et tout ceci se nouant dans une seule et même haine dévastatrice. Je crois que Damien Guillonnet voudrait faire une petite remarque sur l'exposé de Jacob Rogozinski et on gardera les questions du public à la fin, après l'exposé de Marie-Hélène Brousse. Oui, juste une petite question. Puisque vous avez évoqué différentes situations, disons, traumatiques à partir de termes comme celui de désincorporation, défiguration. Bon. Je voulais savoir si vous aviez l'idée qu'il y a finalement un traumatisme fondamental au moment de constitution de ce moi chair, oui. Le devenir corps de la chair. Et peut-être que justement ce terme, ce concept que vous avez créé de restant, c'est un peu le reste de cet exposé, puisque vous ne l'avez pas vraiment évoqué, enfin juste à la fin, et Déborah vient juste de l'aborder, comme ce qui reste du devenir corps de la chair, que vous évoquez dans votre ouvrage, justement, pour expliquer, ou pour rendre compte, en tout cas, du mécanisme de la haine, ce qu'il y a de part maudite en soi, de ce qu'il y a d'étranger en soi, ce qu'il y a d'autre en soi, et que l'on va en quelque part projeter, ou disons que l'objet de la haine devient le support de ce restant. Bon, bref, avez-vous puisqu'il n'y a pas de théorie du trauma chez Husserl, mais vous en avez, enfin vous êtes en train de m'esquisser une, y aurait-il un trauma fondamental pour tous les moi chers au moment de constitution justement de ce corps, et comment vous pourriez le situer? Ah, ça, c'est une question très redoutable. C'est très redoutable. Bon, effectivement, je n'ai pas... Si, j'ai publié un petit texte dans un recueil où j'évoque cette question. C'est partie de mes recherches les plus actuelles. Parce que je pense que... Bon, voilà, pour répondre très brièvement, parce que le temps nous presse, oui, je pense qu'il y a un trauma fondamental ou un architrauma. Et il ne se situe pas sur le plan de la rencontre de l'autre que j'ai évoqué. Et je pense qu'il ne se situe même pas encore sur le plan où le restant se dissocie du moi cher. Je pense qu'il renvoie à un événement plus radical. Alors là, ça m'a obligé à retravailler aussi avec la psychanalyse, et notamment avec les travaux d'Anzieux. Il y a des choses tout à fait remarquables chez Anzieux, mais j'ai essayé d'aller encore plus loin, si je puis dire. J'ai essayé de rendre compte de ce qu'en philosophie, on appelle la distinction entre l'immanence et la transcendance. Entre l'immanence qui se caractérise par un type d'auto-affection, même s'il est divisé, instable, etc., et la transcendance qui est le rapport à l'être, aux autres, au monde. Il doit y avoir un moment où ces deux dimensions sont entrelacées, nouées et comme confondues, et à un certain moment, et ça produit une surface primordiale, ce que Merleau-Ponty appelle la surface d'indistinction entre moi et autrui. Donc l'idée d'une surface primaire dans laquelle toutes ces dimensions seraient entrelacées, confondues. Et pour que le moi puisse exister comme moi distinct de l'autre, pour que sa chair puisse se dissocier des corps du monde, il faut quelque chose qu'une brisure de la surface primordiale. Il faut un déchirement primordial. Alors ça, on peut le raccorder à toute une série d'analyses qu'on trouve dans les courants freudiens. On pense évidemment au traumatisme de la naissance, à Otto Rank, et alors là, il y a toutes les critiques que Freud avait déjà exercées de son vivant à la thèse de Rank. J'ai travaillé un petit peu avec ce que dit Imre Hermann sur ce qu'il appelle le traumatisme du décramponnement. L'idée qu'il y a un cramponnement originaire de l'enfant au corps de la mère, et que il y a un décramponnement qui caractériserait l'enfant humain par la différence avec l'enfant singe, le petit singe, l'enfant animal. Donc c'est dans ces directions-là que j'irais pour rechercher quelque chose comme un architraumatisme qui serait une brisure de la surface primordiale et qui inciterait le moi cher à la réparer sans cesse. Donc il serait l'origine d'une pulsion de contact qui viserait sans cesse à reconstituer une surface déchirée et donc à réparer la brisure de ce traumatisme. Bon, mais là, c'est des recherches en cours. Je vous remercie de reposer la question, mais ça, je veux pas. On n'a pas le temps ici pour aller plus loin. Enfin, j'aimerais pouvoir continuer ce travail, si possible, en discussion avec les analystes qui ont un maturité clinique dont je ne dispose malheureusement pas. Alors, Jacob Rogozinski, merci beaucoup. On gardera un petit temps à la fin pour les questions du public et je passe la parole tout de suite à Marie-Hélène Brousse qui va intervenir donc sous le titre « Le genre, l'identité et la marque ».
Oui, je remercie Clotilde des départements de psychanalyse de m'avoir invité. C'est une curieuse expérience puisque j'ai quitté ce département il y a 4 ans. Et du coup, m'est tombé sur moi que j'avais évité pendant toute ma carrière. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut absolument que j'écrive quelque chose. Je ne peux pas y aller comme d'habitude, avec quelques notes et improviser. J'écris quelque chose. Je vais donc vous en lire des parties. J'espère que vous vous ennuierez moins que moi, parce que moi, quand je lis, je m'ennuie. Bon. Je m'ennuie moi-même. Alors, je vous dis un mot de ce que je veux faire aujourd'hui dans ce court travail. J'aborde la question de l'identité par l'exemple du genre et je laisse tomber la question du trauma. Elle est à votre charge. Parce que je trouvais que c'était... Voilà, je n'arrivais pas à véritablement trouver le lien essentiel entre les deux, ou alors de façon trop générale. Et le deuxième point est un point de méthode qui me situe, moi, comme vous vous situez dans la phénoménologie, moi, qui me situe dans l'orientation lacanienne, à savoir, je vais étudier ce que je pense être une étude de ce que je pense être une modification du discours du maître, une modification par l'irruption et l'usage de signifiants relativement nouveaux, en tout cas en termes d'usage, du discours du maître, c'est-à-dire du discours tel qu'il se tient, tenu par 1000 bouches. Voilà. À partir de la thèse de l'envers de la psychanalyse, du séminaire Lacan de l'envers de la psychanalyse, que le discours du maître a un rapport extrêmement étroit avec le discours analytique, pour la bonne raison que le discours analytique en est l'envers. C'est-à-dire la structure meubienne qui fait que je dis ça dans le discours du maître et en tournant, je me retrouve du côté du discours analytique. C'est vraiment mon orientation. Ce qui n'est pas du tout, par exemple, j'ai pu le mesurer en écoutant l'exposé de Eichmann, ce qui n'est pas du tout l'orientation donc anthropologique. Du coup, une opposition dont l'orientation que choisit Lacan nous permet, c'est l'opposition entre discours et réalité. La thèse étant que la réalité, c'est le discours. Il n'y a pas d'autre réalité que de discours. Par contre, il y a du réel. Mais la recherche de savoir si le trauma, il est dans la réalité ou dans le discours sûr, on n'en a pas besoin. Alors j'en viens à mon point que je vais développer en 3 termes. Le premier, c'est l'identité est de papier. Le deuxième, c'est en psychanalyse, pas l'identité et l'identification. Et le troisième, c'est désidentification et l'identité, le retour. Voilà. Donc, une sorte de dialectique de ce qu'est l'identité dans la perspective du dernier Lacan. Alors, au XXe siècle, on a vu monter un mouvement de revendication qui avait ses racines dans la révolution, entre guillemets, universaliste, en tant que pensée universaliste, et c'était le féminisme. Au XXIe siècle, on voit se déployer un nouveau mouvement de revendication qui mobilise un autre signifiant dans ce même champ, le genre. Donc on a un décalage entre le féminisme d'un côté, le genre de l'autre, changement d'accent, changement de signifiant. Évidemment, le terme de genre n'est pas nouveau. Pas du tout. Il appartient à la langue depuis l'Antiquité, il est généralisable dans la plupart des langues. Il désigne la classification d'ensemble liée par quelques similitudes, c'est la définition du Robert la plus simple. Il est par contre quasi universellement présent dans la grammaire des langues, sous une forme triple, non pas double.
C'est pas masculin-féminin, c'est masculin-féminin et neutre. Et ça a son importance aujourd'hui dans la bataille au niveau du discours du maître, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui revendiquent la neutralité, associée au nombre en général. Ce qui est intéressant si on se laisse guider par ce que Lacan dit du choix qu'il fait du 1, du numérique, comme il le dit dans sa conférence à Baltimore. Donc ce terme inscrit la trace de la différence sexuée dans le fonctionnement des langues naturelles. Le terme polysémantique est ancien, mais l'usage qui en est fait actuellement et les études qui le promeuvent ne le sont pas. Il est donc parvenu à s'imposer et à réorganiser l'ensemble des discours. Cette puissance oblige en effet à le prendre en compte de façon très différente, voire antagoniste. Il est donc aussi lié à la montée d'un autre signifiant, celui d'identité, nouveau dans ses usages, ancien, comme le terme de genre dans la langue. Je vais les aborder à partir de la perspective psychanalytique et je vais m'autoriser, puisqu'on est dans une journée quand même pluridisciplinaire, je vais m'autoriser de rappeler quelques points. De quel langage s'agit-il? Le langage, c'est notre matière, la matière de la science analytique, celle sur laquelle nous opérons, et c'est le langage dans sa matérialité même. Dans ce même texte de Baltimore, Lacan évoque le fait que nous travaillons, nous, avec, sur, par le langage de tous les jours, le langage commun, le langage qui se parle. Pas du tout le langage des exposés. Déborah vient d'en donner, elle vient de l'extraire, l'attraper, j'ai la haine, clac. Tout de suite, ça résonne. Bon. C'est notre matière. Mais ce langage est formaté dans et par un discours que Lacan a donc formalisé comme le discours du maître. Le rapport avec l'inconscient, il est d'emblée de jeu. Il n'y a pas à le faire. Il est là. Il est présent. Ça pourrait être une arme incroyable que les psychanalystes ont de déchiffrer. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas déchiffrer que je veux dire, c'est de retourner le langage, meubiennement, le langage du maître, le discours du maître en discours de l'analyste. Et c'est à ça, à mon avis, qu'il va falloir s'atteler d'une manière disciplinée. Bon. Donc, le genre remplace quoi? Remplace, en tout cas en français, le terme, le signifiant sexe. De quel sexe êtes-vous? Eh bien, ça devient de quel genre êtes-vous? C'est très amusant parce que, évidemment, ma première réponse est mauvais genre, bon genre, je fais genre, etc. Mais là, en l'occurrence, ce remplacement a des implications et il a aussi des conséquences. Les discours sur le genre ont été introduits majoritairement par la langue anglaise et ont connu d'abord un succès croissant aux USA. Première petite réflexion, petite notation, les affaires de la vie sexuelle ont toujours eu aux USA, mais au Royaume-Uni aussi, une incidence politique plus forte qu'en France. Sans doute, les racines puritanistes et protestantes présentes dans ce discours ont engendré des effets différents de ceux engendrés par le catholicisme. Bien, le catholicisme, si je puis dire, machine à abriter la pédophilie. C'est comme ça. C'est un fait. La difficulté à traduire de façon adéquate en anglais le terme lacanien de jouissance en témoigne très concrètement. Très amusant. Ça, on n'a pas le temps de faire ça, mais quels sont les mots par lesquels on peut traduire le terme de jouissance, sachant que le Oxford Dictionary vient d'introduire et donner sa place au terme de jouissance. Mais
je ne crois pas que c'est d'un usage courant dans la vie de tous les jours. Alors, le terme de genre évite l'équivoque, toujours présente dans le terme sexe, qui certes, féminin ou masculin, assure une fonction classificatoire, mais qui est indissociable d'éros, et a donc toujours une valeur érotique dans la langue. Par ailleurs, le terme genre sort du binaire construit sur la reproduction pour introduire ce troisième terme de neutre. Je pourrais appuyer chacune de ces affirmations sur des éléments de psychopathologie de la vie quotidienne. L'utilisation des WC publics aux États-Unis. Non, mais ça, c'est très, très, très intéressant. Hein. La revendication de la neutralité sexuelle entendue lors d'un side event à l'occasion de la journée Empowerment of Women à l'ONU, il y a 3 ans. Et un entretien avec le professeur Jack Abelstram, qui enseigne au département, je vais citer le nom du département, American Studies on Ethnicity, Gender Studies and Comparative Literature à l'Université de Californie du Sud, spécialiste des Queer Studies. L'énoncé disciplinaire est assez compliqué, mais ça montre que le signifiant gender est corrélé à celui de ethnicité et corrélé donc indirectement au signifiant de minorité, lui aussi montant. Et cet entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec ce type, là ça commence à être compliqué, avec Jack Abelstram, qui est devenu un homme, ou le contraire, mais qui considère que c'est pas très important qu'on l'appelle comme il ou elle, qui laisse à l'autre, très intéressant ça, il laisse à l'autre le choix de lui dire son sexe. En fait, il ne fait que montrer ce qui existe au niveau de la langue, où c'est vraiment l'autre qui va t'assigner un sexe. Et bien là, il l'assigne à son interlocuteur. Donc j'avais le choix, je lui disais madame ou je lui disais monsieur. J'ai rien dit, je vais essayer de trouver une autre solution. Alors, dans ce numéro de TLR dont je parle, cet entretien est absolument passionnant. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement cultivé. Et vraiment, il y avait un débat avec la psychanalyse que j'ai trouvé très intéressant. Mais du coup, si le sexe est un peu éjecté du gender en tant qu'éros, la question est, où se retrouve-t-il? D'où le titre de la revue, All Over the Place, partout. Partout ailleurs que dans le genre. Alors, je vais en venir maintenant, pour aller un peu plus vite, à ce qui va me guider là. Ce qui va me guider, c'est la réflexion sur la puissance des signifiants maîtres sur les par-lettres. À quoi tient-elle donc? Elle tient à la puissance des semblants, qui sont de l'ordre du réel, et aux conditions beaucoup plus aléatoires pour qu'un signifiant toujours lié à une époque donnée puisse, au-delà de son surgissement, qui est toujours forcément minoritaire, s'imposer comme dominant majoritairement. Et c'est la tentative du genre en ce moment, c'est la tentative du signifiant minorité, c'est la réussite du signifiant victime, s'imposer majoritairement, ce qui a comme conséquence qu'il fonctionne en position de vérité. Donc, s'intéresser du point de vue de la psychanalyse au genre et à l'identité, non seulement ça permet de poursuivre l'élaboration de la notion de discours du maître, mais aussi d'en étudier en temps réel une modification historique telle qu'elle fait son chemin dans les occurrences qu'elle a
dans la parole analysante. C'est un des moyens de déployer la psychanalyse d'orientation lacanienne dans ses dernières innovations. Parce que, au fond, la référence que j'avais en pensant à l'identité là, c'est évidemment la référence du cours de Jacques-Alain Miller 2006-2007, Luce du Lab, où on retrouve à 3 ou 4 reprises la question de l'identité et où il donne cette formule de l'identité symptomale en la situant par rapport à, on va dire, comme une interprétation, on va dire, de s'identifier à son symptôme, qui est le mot d'ordre du dernier Lacan. Alors, se référer au dernier Lacan n'implique pas qu'on ne se réfère pas au premier ou au deuxième, et que l'adjonction à l'inconscient freudien obtenu par déchiffrage et transfert d'un autre inconscient que Miller nomme inconscient réel est absolument nécessaire pour avancer dans cette question de l'identité aujourd'hui. Je vois, si vous voulez, le lien entre l'inconscient réel avec la proposition identité symptomale et l'inconscient déchiffrable avec quelque chose que je vais essayer de déployer de ce qu'est l'identité au temps de l'inconscient transférentiel. Je le vois plutôt comme le lien qu'il y a entre le masculin et le féminin dans le tableau d'Ancor. C'est-à-dire que il y a la sexualité phallique, il y a la sexualité pas toute phallique, mais un peu phallique quand même. Pas toute. Et là, c'est pareil. Il y a l'inconscient transférentiel, il y a l'inconscient réel, pas tout l'inconscient réel, mais parfois l'inconscient réel. Alors, une des conséquences de l'utilisation de la notion d'identité pluralité. Je dis une des formes parce que l'identité est utilisée maintenant d'une manière plurielle, toujours. Identité sexuelle ou sexuée, identité nationale, identité groupale, identité ethnique, identité raciale, identité religieuse, identité spirituelle, économique, politique, enfin bref. On peut accoler identité à n'importe quoi. Ce qui d'ailleurs rend le signifiant d'autant plus puissant. Cette pluralité, que les occurrences du discours du maître rendent patente aujourd'hui, vient cependant paradoxalement en contrepoint d'une conception de l'identité qui caractérisait un individu dans sa singularité et son entièreté. Une identité idéale, mon identité, ce que je suis. Il y a un très beau texte d'Aragon qui est pour expliquer ce que j'étais. Entièrement, ce que je suis entièrement, tout le temps. Donc, une identité unifiante, ou même, comme l'orientation phénoménologique le développe, une unité intentionnelle. Dans le texte de Lacan, que j'aime beaucoup, de sa conférence donnée à John Hopkins en 1966, il dit, je le cite, « Les grands psychologues, et même les psychanalystes, sont pleins de l'idée de la personnalité totale. Comme tous les cas, c'est toujours l'unité comme unifiante qui est mise au premier plan. Je n'ai jamais compris cela, car si je suis psychanalyste, je n'en suis pas moins homme, et en tant que tel, mon expérience m'a prouvé que la principale caractéristique de ma vie d'humain est que la vie est quelque chose, comme on dit en français, qui va à la dérive. » Et il continue, « L'idée de l'unité unifiante de la condition humaine m'a toujours fait l'effet d'un mensonge scandaleux. » Donc, c'est le compte de cette unité unifiante que la multiplicité des identités valide, en quelque sorte. Elle en valide le mensonge. À la dérive de quoi ? À la dérive de quoi ?
à la dérive des signifiants, évidemment, ou des images. Donc l'explosion du terme d'identité et la mise au pluriel qui en est la conséquence démontrent ce point de l'absence d'une unité unifiante. Dès Freud, par ailleurs, la division subjective, corrélative de l'introduction de l'hypothèse de l'inconscient et de sa vérification dans et par les manifestations qui le produisent, vient s'opposer à cette identité en tant qu'unité unifiante. Nous pouvons donc accueillir la montée de l'identité et du genre au rang de signifiant maître dans des discours à énonciation revendicative ou angoissée, comme étant la démonstration de ce que la psychanalyse affirme du système psychique dès les premiers travaux de la discipline, et que jusqu'à présent, seule la pratique analytique vérifiait. Pourtant, il y a le moi et la cognition, objet d'une discipline qui a le vent en poupe, même si son champ est difficile à définir, entre le cerveau et la logique. Le moi, du point de vue de l'analyse, ne peut pas prétendre non plus à l'unité. Lui aussi consiste en des pensées avec des mots, c'est une citation, qui échappent au contrôle et jamais au malentendu. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité. Certainement pas, mais tout aussi certainement pas d'unification à attendre de ce côté-là non plus. C'est une chose établie depuis la formulation du cogito dans les méditations, dont Lacan peut dire que le socle épistémique qu'il constitue pour la science est une des deux conditions de possibilité de la psychanalyse. Je suis n'est valable que le temps de son énonciation. D'où vient cependant que nous fonctionnons comme par l'être avec l'évidence que nous sommes des sujets, sujets au doute, à l'incertitude ou à la croyance, mais quand même plus ou moins unifiés, d'autant plus assertifs d'ailleurs que mal assurés. C'est que la psychanalyse, c'est là, que la psychanalyse peut opérer le retournement, sur ce concept d'identité, tel qu'il se déploie comme signifiant maître du actuel. L'identité n'est pas où on la pense. Autrement dit, elle n'est pas du côté du sujet. Ça n'est jamais l'identité du sujet. Elle est du côté de l'autre, grand A. Dans son cours donc, de 2006-2007, Jacques-Alain Miller dégage une solution de continuité cruciale dans l'enseignement de Lacan, et donc se référant à la première partie de cet enseignement, il est amené à affirmer cette priorité de l'autre, elle se marque au plus profond de l'identité du sujet, elle la constitue, on peut même dire que Lacan s'évertue à unilatéraliser du côté de l'autre tout ce qui est pour le sujet constituant. Donc l'identité, c'est l'autre. La dimension de l'imaginaire par laquelle il a commencé son travail novateur de lecture de Freud, dit Jacques-Alain Miller, donne déjà à l'image des vertus symboliques, et le développement de la dimension symbolique à partir de l'inconscient structuré comme un langage le renforce définitivement. L'identité est du côté de l'autre, des images reines comme des signifiants maîtres du discours, dans lequel est immergé l'être humain assujetti au langage. Je vais donner deux petits exemples cliniques. Très courts. Deux exemples de la semaine dernière. L'un, un analysant parlait d'un rêve, l'autre d'un souvenir marquant. Les deux parlaient de perte des papiers d'identité. Alors je prends plutôt celui de l'acte manqué, souvenir de l'arrivée en France de quelqu'un qui depuis y a situé sa vie et dont il est aujourd'hui devenu citoyen. Il arrive, il a eu beaucoup de mal à avoir son passeport dans le pays d'origine parce que c'est un pays où il fallait vraiment monter patte blanche à ce moment-là pour avoir un passeport qui permettait de sortir. Il prend un taxi, il avait une banane dans laquelle il y avait son argent, ses papiers d'identité et quelques autres petites choses fondamentales. Il paye le taxi et il laisse la banane sur le toit du taxi. Et donc, plus de passeport, plus de papier. Heureusement, le taxi s'en est aperçu, donc il n'a pas été trop molesté par son acte manqué. Mais je pourrais prendre le bout du rêve de la même manière.
L'identité, c'est du papier. Sans vos papiers, vous n'avez plus d'identité. Si vous êtes apatride, vous avez un vrai problème de papier. Si vous circulez dans le monde, il vous faut un papier. Il vous faut ces papiers-là. Alors évidemment, il y a du papier et papier, il y a carte d'identité, il y a passeport, il y a carte de sécu, il y a carte bancaire, il y a tout ce que vous voulez, mais ces papiers-là, c'est ça vraiment l'identité. Il n'y en a pas d'autre. Alors, pour entrer aux États-Unis, on doit répondre à un questionnaire d'immigration, comme certains d'entre vous le savent sans doute. Et naturellement, il y a une ligne où on vous demande votre genre. Bon, bah ça, votre genre, ok. Et puis il y a une ligne où on vous demande votre race. Donc il y a une liste. Alors blanc, noir, jaune, Native American. On déduit qu'ils ont cessé d'être rouges. Bon. Et puis quelques autres éléments, dont divers. Ça m'a foutu dans une rage de remplir ce truc. Mais en même temps, je voulais rentrer. Donc, je l'ai rempli. J'avais très, 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 très envie de répondre verte de rage. Mais je me suis mise dans divers. Parce que finalement, moi, je me vois pas blanche tellement. Ni noire. Ça fait pas partie des éléments des signifiants qui me représentent dans ma chaîne pour un autre signifiant. Ça, c'est vraiment un truc américain, de se faire représenter dans une chaîne par ce type de signifiant-là pour un autre signifiant. C'est-à-dire blanc pour le signifiant race. Je suis blanche pour des tas d'autres raisons, mais pas quant au signifiant race. Ça a été un débat à l'école de la cause avec des anthropologues et des historiennes qui étaient venus parce qu'elles montraient qu'effectivement aux États-Unis, la race est un signifiant maître de référence et que donc un certain nombre d'autres signifiants représentent le sujet par rapport à ce signifiant-là. Alors qu'en France, c'est pas admis de cette manière. Et il y a eu des cas, par exemple le cas de, Rachel Dolezal, un cas qui est un cas d'école qui montre qu'on peut passer du gender à la couleur. Parce que quelques semaines avant que le scandale éclate, il y avait eu un article d'une universitaire américaine qui disait que si un homme pouvait dire qu'il était une femme et une femme pouvait dire qu'il était un homme, et ben alors on pourrait bien envisager un noir qui dise qu'il est blanc et une blanche qui dise qu'elle est noire. 15 jours plus tard, grand scandale. Rachel en question, blanche de chez blanche depuis toujours quand elle était enfant, grande responsable militante des droits des Noirs, légèrement bronzée par les méthodes qu'elle a voulu, mais enfin bon, c'est pas trop difficile, et frisée tout autant, puisqu'elle avait les cheveux raides comme la justice, d'après ses photos d'enfants, elle s'est mise à être frisée, mais finalement la dame qui l'interviewait, elle était noire et elle avait les cheveux tout raides, donc c'était pas... Voilà. Donc cette dame a été accusée par la minorité noire américaine de tous les maux. Ils l'ont appelée, j'ai noté le terme, race faker. Il y en a toujours eu des race fakers, mais en général c'était les Noirs qui se faisaient passer pour blancs pour des raisons évidentes, et il y avait très peu de blancs qui se faisaient passer pour noirs. Et donc cette dame a dit que non, que voilà, c'était pas un mensonge, c'était que elle était noire, elle se sentait noire depuis son enfance. Alors après, ils ont fait des enquêtes, en particulier le journal The Guardian, qui est un excellent journal, fait une enquête sur l'histoire de cette dame très mortifiée par tout ce qui s'était passé, parce qu'évidemment, il n'était plus question qu'elle milite pour les Noirs, maintenant qu'on avait découvert qu'elle était blanche. Donc, non, ça c'est l'appropriation culturelle, c'est l'autre versant du racisme. Et donc, ils ont découvert qu'elle avait un frère un tout petit peu plus vieux qu'elle, biologique, qui était le fils biologique de ses parents, mais qu'après ses parents ont adopté 2 enfants, noirs comme l'ébène. Et donc, on se dit que, bon,
cette certitude qu'elle avait, ou qu'elle a toujours d'ailleurs, d'être noire, si c'est une certitude, en tout cas ça ressemble à un désir, si c'est pas une certitude, n'est pas sans coordonnées traumatiques là pour le coup. Bien. Donc, je vais mettre pour finir un autre élément clinique pour démontrer le fonctionnement même du type d'identité dont je viens de parler là. C'est une présentation de malade, on appelle ça comme ça classiquement, mais en fait c'est plutôt une conversation avec un patient à l'hôpital, une jeune femme qui venait après une tentative de suicide, très déprimée, et sur lequel le diagnostic n'était pas clair au départ. Et donc elle me raconte un peu sa vie, et elle avait une vie d'errance, beaucoup, et à un moment donné elle avait été en Corse, et là, enfin, c'est pas la Corse, hein, sur une île française, et elle dit là j'ai été très heureuse, c'était la meilleure période de ma vie, c'était merveilleux, c'était merveilleux. Je dis qu'est-ce qui était, vous pouvez me dire pourquoi vous étiez si merveilleux? Oui, je travaillais dans un bar et un nightclub. Je dis bon, c'était bien, vous vous sentiez à l'aise? Oui. Bah, elle me regarde comme si j'allais être la dernière des gourdes. Je l'étais d'ailleurs là en l'occurrence. Elle me regarde et elle me dit bah, j'étais fille de joie, donc j'étais joyeuse. Là vous avez la preuve que ce qui vraiment fiche en l'air toute possibilité d'identité en termes d'unité unifiante, c'est la métaphore. C'est le passage de S1 à S2, et que par contre, quand on n'a pas ce passage, là on a une identité claire. Quand elle est fille de joie, elle est joyeuse. Évidemment, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, on s'échappe là du sens. On disjoint l'identité du sens, et là, les signifiants ont ce pouvoir absolu de représenter enfin, c'est même pas de représenter, d'incarner le sujet, et pas pour un autre signifiant, d'incarner, point, le sujet pour lui-même. Alors, donc, l'identité ou les identités, c'est dans l'autre. 2, ce qui vient à la place de ça, c'est le travail sur les identifications qu'on voit dans Mason Psychologie et qui développe les 3 types de mécanismes d'identification, qui consistent donc à intégrer l'autre pour le faire couleur du sujet, si je puis dire, pour donner la coloration de l'autre au sujet, au père, à la division subjective et au trait unaire, c'est-à-dire au signifiant dans son aléatoire. Et par conséquent, l'identification, c'est ce qui démontre clairement qu'il n'y a pas d'identité du sujet. Et troisième point, évidemment, bon, une cure, qu'est-ce que c'est une cure analytique? C'est d'abord une désidentification par rapport à tout ça qui vient de l'autre, et ça passe par la chute du lien entre S1 et S2, l'effet de non-sens, et la recherche de l'effet de signification et non plus d'effet de sens. Ça s'extrait dans des moments cruciaux de la vie du sujet, où précisément un signifiant quelconque aléatoire a marqué un orifice corporel, et Lacan a là-dessus une formule absolument formidable quand il dit que le sens sort des orifices corporels dont il est émis, mais qu'il y retourne, c'est-à-dire qu'il y est aspiré. Autrement dit, à partir de ce moment de désidentification, il y a ce qui peut être mis en évidence comme l'identité symptomale,
Mais on aurait tort de penser que l'identité symptomale, c'est vous avec vos symptômes quand vous arrivez vaguement à l'analyse, ou pas du tout, parce que vous vous sentez très bien comme ça. Non, l'identité symptomale, c'est vraiment le processus qui suit la déprise de l'identité dans l'autre et sa prise dans le réel de la langue, d'une part, et l'expérience, alors là on y revient, l'expérience traumatique, c'est-à-dire des orifices pulsionnels du corps. Je crois que c'est très proche de ce que vous évoquez vous-même dans un tout autre vocabulaire. Mais je pense que c'est... On tourne autour de la même question, simplement il se trouve que la psychanalyse le met en évidence d'une manière qui n'est pas verbale, qui est, d'une part, le met en évidence dans une pratique, une chute. Quand je dis qu'elle n'est pas verbale, elle est verbale aussi, mais c'est plutôt de l'ordre de l'acte, d'un dire qui devient acte. Et d'autre part, elle est hors sens. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, je pense, pour comprendre cette question de l'identité dans la perspective du discours universitaire, il me poursuit depuis que je suis arrivé ici, dans du discours analytique, c'est ce côté passer du sens à la signification. Finalement, l'identité symptomale, c'est ça. C'est quand le sens est tombé, il reste la signification. Elle est réelle parce qu'elle a été contingente et que, puisqu'elle marche, pourquoi s'en priver? Elle est libérée à la fin d'une analyse. De quoi est-ce qu'elle est libérée? Elle est libérée des embrouilles du vrai et du faux. La question du vrai et du faux ne se pose plus. La question de la signification en termine avec le vrai et le faux qui sont liés à la question du sens. On a pris beaucoup de retard. On remercie beaucoup Marie-Hélène Brousse, mais on va être obligé de garder des remarques et des questions pour la première séquence de l'après-midi. Je voulais juste dire à Marie-Hélène Brousse à quel point la définition qu'elle nous a donnée de l'identité symptomale nous permet aussi, donc effectivement, de répondre aux études de genre, parce que tu as très bien montré, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours l'illusion d'un nous qui est là et dans les études de genre, et que l'identité symptomale est tout sauf un nous. C'est à peine un jeu finalement. C'est une marque. C'est un corps, voilà.